L'affaire Tropman a déjà dévoilé son procès retentissant, l'arrestation quasi fortuite du meurtrier au Havre et, en toile de fond, sa quête d'un enrichissement rapide aux dépens de la prospère famille des Kink. L'issue a été brutale, la guillotine, devant une foule immense, au début de l'année 1870. Pourtant, bien avant que la justice ne rende son verdict, le drame s'est scellé un soir de septembre 1869 sur la plaine de Pantin, en région parisienne. Dans l'obscurité, Jean-Baptiste Tropman a exterminé Hortense Kink, enceinte de 6 mois, ainsi que 5 de ses enfants. Un carnage qui a choqué le Paris de la fin du Second Empire. En quelques jours, ce crime de Pantin a suscité un engouement médiatique jamais vu, transformant le lieu du massacre en une sorte de promenade macabre où marchands et badauds se côtoient, comme si l'horreur était devenue une attraction. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Jean-Baptiste Tropman. Nous sommes le 19 septembre 1869, en soirée. Hortense Kink, accompagnée de 5 de ses enfants, arrive à Paris le cœur confiant. Elle est censée y retrouver son mari, Jean, et leur fils aîné, Gustave, qu'elle pense en mission avec ce fameux Jean-Baptiste Tropman, l'ami de la famille. Ils devaient signer des papiers, obtenir un gros gain financier suite au voyage des 2 associés en Alsace. Elle ignore absolument que ni son mari ni son fils n'ont survécu à la rencontre avec Tropman. Hortense, fatiguée par le voyage, enceinte de 6 mois, suit Tropman avec toute sa clique, sans hésiter. Elle lui fait confiance. Il lui certifie que le père de famille les attend de l'autre côté de la plaine de Pantin, dans un coin tranquille où il a trouvé un petit logement temporaire. Toute la petite tribu monte dans un fiacre qui les dépose près d'un champ isolé, peu éclairé. Le cocher repart, ne se doutant de rien. Il se rappelle seulement d'un jeune à l'accent alsacien, assez calme, auquel la mère de famille et les enfants semblaient être attachés. Dans la pénombre, aucune issue. Ils sont seuls au milieu d'un terrain désert. Dans son esprit, Tropman sait déjà qu'Hortense, si elle découvre l'absence de Jean, donnera l'alerte, puis racontera tout. L'unique manière de couvrir définitivement ses traces et de continuer à viser le magot, c'est de les supprimer tous. Les autopsies qui seront pratiquées quelques jours plus tard révéleront un acharnement effarant. Hortense est frappée au cou et au torse, de multiples coups, au point qu'on recense plus de 30 blessures. Sur les enfants, c'est parfois encore pire. Certains ont la gorge tranchée nette, d'autres subissent des coups de pelle ou d'armes contondantes qui enfoncent le crâne, arrachent les yeux, défigurent complètement les visages. Les rapports de la police parlent d'un massacre au-delà du concevable. Des témoins diront qu'il semblait inimaginable qu'un seul homme puisse s'acharner de la sorte sans éveiller de soupçons aux alentours. Tropman enterre les corps dans le champ, dans une fosse sommaire. Il avait déjà enfoui quelques jours plus tôt celui de Gustave, le fils aîné des Kink, non loin de là. Sous couvert de la nuit, il creuse ou profite d'une petite tranchée existante, jette les victimes pêle-mêle, puis recouvre le tout de terre humide. On retrouvera le lendemain la mère et ses 5 enfants, âgés de 2 à 15 ans. En les fouillant, Tropman récupère les maigres sommes et objets de valeur qu'il possède encore, puis s'échappe, persuadé qu'on ne découvrira peut-être pas tout de suite la scène du crime. Il faut savoir qu'à l'époque, à Pantin, évidemment, c'est pas comme aujourd'hui, et la majorité du paysage, ce sont des champs. Le lendemain, 20 septembre, il file vers le Havre où il projette de s'embarquer pour l'Amérique afin de recommencer sa vie de zéro, fort de l'argent qu'il a volé. Mais ça, je vous l'ai déjà raconté. Le hasard veut qu'un cultivateur, Jean-Louis-Auguste Langlois, fouine ce matin-là dans son champ, à Pantin, et remarque des traces de sang. Puis, en les suivant, des bouts de chair, de cervelle pour être exact. Il creuse un peu et c'est l'horreur. Un bras d'enfant apparaît. Il court prévenir la police de Pantin qui, en creusant, met au jour 6 cadavres. Autant dire qu'on bascule en quelques heures dans un fait divers qui secoue la capitale par son ampleur. Au vu des vêtements, on identifie vite la mère comme étant Hortense Kink, grâce à des témoins de l'hôtel où elle était descendue la veille avant de rejoindre Tropman. Les suspicions se dirigent immédiatement vers le père, Jean, ou le fils aîné, Gustave, tous les deux introuvables. Jusqu'à ce que le cocher confirme la présence d'un autre homme, plus jeune, qui les accompagnait.
Reste à savoir qui c'est. La découverte des corps et l'état de mutilation frappent la population d'une véritable stupeur. Comme l'écrit Xavier Marmier, célèbre homme de lettres de l'époque, « Jamais, depuis la Brinvilliers, un crime n'a produit une pareille impression. On ne parle plus que de cet horrible égorgement, la politique s'efface, la maladie de l'empereur devient secondaire, tout le monde se précipite sur les journaux. » Et si vous suivez ce podcast, la Brinvilliers, vous la connaissez, mais c'est un autre sujet. L'opinion publique se passionne pour cette affaire, subitement plus accrocheuse que n'importe quelle actualité impériale. Napoléon III est malade ? Peu importe. Les gazettes titrent sur la tuerie de Pantin et sur cette mère enceinte mise à mort en pleine nuit avec tous ses enfants aux portes de Paris. Presque aussitôt, la plaine de Pantin se transforme en lieu de pèlerinage. Des curieux par milliers veulent voir la fosse, observer la terre maculée, s'imprégner de l'atmosphère funèbre. Les marchands s'y installent, vendent du vin, improvisent de quoi déjeuner sur l'herbe. On en vient à des situations où l'on pique-nique littéralement sur la scène d'un massacre, dans ce qu'un journaliste décrira comme un mélange de festivité et d'horreur. Aujourd'hui, avec les précautions prises pour ne pas souiller les scènes de crime, ça nous paraît inconcevable. À l'époque, une marchande se félicite même ouvertement. Elle explique « Cette affaire nous est venue à point. Plus de sessions du corps législatif, plus de Sénat, tout le monde sort, ça nous ramène du monde. » Ce cynisme choquant montre bien comment le moindre fait divers extrême peut virer à la foire populaire. La curiosité des badauds, l'attrait du sensationnel, voilà qui remplit les colonnes des journaux, fait vendre des exemplaires et en fin de compte crée un spectacle autour de la misère la plus atroce. Pendant ce temps, la police parisienne enquête, suspectant d'abord une possible complicité du père ou du fils. Mais tout cela s'effondre quand on exhume également le cadavre de Gustave, quelques jours plus tard, non loin de la fosse commune où on a retrouvé les autres. Tout pointe désormais vers un tiers inconnu, jusqu'à l'arrestation inopinée de Jean-Baptiste Tropman au Havre le 23 septembre. La suite, vous la connaissez. Ramené à Paris, soumis à un interrogatoire serré, il ment, accuse tour à tour le père et le fils d'avoir tué le reste de la famille, se rétracte, puis finit par avouer la vérité. Il voulait l'argent des Kinks. Il a déjà tué ce dernier en Alsace, puis Gustave. Mais il s'est retrouvé coincé quand Hortense est arrivée à Paris avec ses autres enfants, espérant retrouver tout le clan réuni. Bien qu'il prétende avoir été surpris ou forcé par le père, personne n'y croit. Le juge d'instruction exhume les lettres, les chèques volés, les procurations falsifiées, tout un jeu d'escroquerie destiné à soutirer des sommes considérables à la famille. Dans ses comptes rendus, il affirme que Tropman n'a pas seulement tué par intérêt. Il s'est acharné sur leurs dépouilles, surtout sur la mère et les plus jeunes enfants. Difficile de nier qu'on est en présence d'un assassin avide, mais aussi jaloux et rempli de haine. Au fond, la famille Kink incarne la réussite, la prospérité, l'idée d'un foyer stable et aimant, tout ce que lui, garçon pressé et issu d'un milieu modeste, n'est pas prêt à gagner honnêtement. Les autopsies, consignées dans des annales de médecine légale, notent l'extrême brutalité, évoquant parfois plus d'une centaine de coups cumulés sur l'ensemble des victimes. Hortense est enceinte d'un 7e enfant dont le corps est presque arraché du ventre. Les médecins légistes parlent de scènes dignes d'un carnage collectif, au point qu'on soupçonnera d'abord plusieurs assaillants. Tropman, pourtant frêle, semble avoir trouvé dans son projet un fanatisme qui l'a poussé à tuer quiconque se dressait devant lui et en travers de son projet d'argent facile. On est bien loin des assassinats passionnels. C'est un meurtre d'intérêt, bien sûr, dirigé par l'appât du gain, mais poussé à l'extrême, où la violence dit sans doute quelque chose de la rage intérieure que lui inspirait cette famille. Le grand mobile de Tropman, l'argent, toujours l'argent, conquit vite et fort, sans passer par la case effort et patience. Il n'aura amassé au final que quelques francs, des bijoux et une montre en or. Il convoitait une supposée fortune considérable, persuadé que Jean Kink détenait 100 000 francs ou plus. Rêvant déjà de la dépenser en Amérique, il a été repris bien vite. On le présente souvent comme un cas de criminalité nouvelle, non plus un bandit de grand chemin, mais un mécanicien habile de sa plume, capable de rédiger de faux courriers, de manipuler familles et banquiers, et de s'imposer par la pire des violences quand l'arnaque ne suffit plus.
La tuerie de Pantin illustre bien comment un seul individu, mu par la convoitise et la rancœur, a pu ruiner toute une famille. Un père et un fils tués chacun leur tour, puis la mère et les 5 enfants terrassés en une nuit. Le seul rescapé reste le tout petit gardé chez une nourrice. La presse mentionne parfois ce miraculé dont on ne saura pas grand-chose, sinon qu'il se retrouve seul héritier d'un clan anéanti par un homme qui, dans sa cellule, n'avouera jamais de remords sincères. Les rares signes de larmes qu'il montrera lors des audiences, selon son avocat, n'étaient peut-être qu'une feinte. Le juge insiste particulièrement sur la série des faux qu'il a produits. Ces fausses correspondances incitaient la mère Hortense ou le fils Gustave à réaliser des retraits, à envoyer par mandat des sommes substantielles en Alsace. Il fallait pour cela se faire passer pour Jean, le chef de famille, et après l'assassinat du père, Tropman pensait donc rafler la mise en se présentant au guichet, un plan bancal, car son visage juvénile, rappelez-vous, ne collait pas du tout à l'identité du quadragénaire disparu. Au fil d'octobre, Tropman continue de nier la préméditation. Il affirme agir sous l'influence de Jean Kink, ou au contraire d'un pseudo-gang de faux monnayeurs. Mais le 22 octobre, le juge d'instruction lève le voile en citant divers témoignages. Ceux des proches de Tropman ou encore des témoins en Alsace qui l'ont vu manipuler le fils Gustave. Tout concorde pour prouver que cette tuerie, certes sauvage, n'est pas un éclat de rage. C'est la conclusion d'un vol méthodique devenu meurtrier lorsque les Kink ont menacé par leurs agissements de tout faire échouer. Vous avez tout volé à Jean Kink, tout ce qui avait de la valeur, billets, montres, papiers, or, lui dit le juge d'instruction, précisant que même sa propre famille à lui l'a vu revenir avec de l'argent liquide, trop pour le simple mécanicien qu'il était. Donc même sa propre famille se retourne contre lui. Le 13 novembre, au pied du mur, l'accusé finit par avouer avoir assassiné le père de famille. Les charges sont désormais écrasantes et l'inculpation est formelle. Homicide volontaire avec préméditation et guet-apens dans le but de préparer un vol. Des circonstances plus qu'aggravantes. Dans une des formules lapidaires dont il a le secret, Tropman explique « J'ai tué Kink père pour m'emparer de l'argent qu'il m'avait dit avoir chez son banquier ». L'instruction, de son côté, réunit tous les éléments de nature à prouver la préméditation. Les fausses lettres adressées à la mère, le fameux carnet de chèques, les tentatives d'usurpation d'identité au guichet et surtout la disparition de chaque membre de la famille au fur et à mesure que le plan ne se déroulait pas comme prévu. Dans le dossier de demande de grâce envoyé à l'empereur Napoléon III, le garde des Sceaux n'hésite pas à pointer l'extrême cruauté de Tropman, accusant ce jeune homme de vouloir anéantir toute une famille, jusque dans ses enfants les plus fragiles. Tout ça pour s'en approprier les biens. On insiste sur la dimension purement matérielle du crime, ce qui à l'époque choque peut-être plus encore que le geste sanglant lui-même. Tuer par cupidité apparaît comme un acte d'autant plus monstrueux qu'il n'est dicté ni par la jalousie amoureuse, ni par une querelle familiale comme c'est souvent le cas à l'époque. On en conclut qu'on est face à une criminalité froide, sans autre passion que l'argent. À l'époque, on voit dans ce crime un phénomène nouveau. Ça a été souligné par l'historienne Michèle Perrault, qui explique que Tropman n'est pas seulement un assassin au sens traditionnel, celui qui poignarde pour laver un honneur ou pour se venger, mais un voleur moderne qui use de faux en écriture, de manipulation bancaire, qui rédige lui-même les courriers officiels, capable de lui ouvrir un accès à des sommes importantes. La violence chez Tropman découle de ce projet initial. Elle est l'instrument ultime pour écarter ceux qui le gênent. Mais pour autant, quand on lit les rapports de police, on reste frappé par l'acharnement sur les corps. Plus d'une centaine de coups cumulés sur Hortense et ses enfants, comme si la seule soif d'argent ne suffisait pas à expliquer tant de barbarie, vous ne trouvez pas ? C'est là que le procès fait aussi émerger la jalousie profonde que Tropman vouait à la famille Kink. Eux, partant de rien, avaient gagné leur place dans la petite bourgeoisie de Roubaix. Eux, un couple uni, plein d'avenir, déjà parents de 6 enfants, un 7e en route. Lui, un fils d'inventeur alcoolique, n'a ni patience ni courage pour bâtir sa propre fortune. Il veut tout de suite, quitte à écraser ceux qui lui rappellent ce qu'il n'est pas. Au fond, la violence finale est peut-être un exutoire à la rage de ne pas parvenir à rafler les milliers de francs espérés. Il tue et mutile comme pour rejeter l'image de ce clan heureux et prospère dont il ne fera finalement jamais vraiment partie. Difficile de ne pas voir dans toute sa violence, pour reprendre les termes du réquisitoire, la férocité d'un homme qui s'attaque à ce qu'il ne peut posséder.
Le retentissement médiatique a été décuplé par ce caractère double, à la fois arnaqueur et assassin, sans oublier les faits de sidération dus aux victimes, 6 enfants, dont un bébé in utero. Au fond, l'affaire Troppmann marque un tournant dans la chronique judiciaire du Second Empire. On voit émerger ce que certains qualifieront de star du crime, un personnage dont le parcours happe l'attention populaire, dans une presse qui n'hésite plus à relayer les moindres détails sanglants, ni à construire autour du criminel un récit quasi romanesque. Troppmann, lui, cherchait la richesse. Il obtient, en définitive, une notoriété morbide. Sa dernière gloire a été l'exécution devant 25 000 curieux, certains se bousculant au point de provoquer des émeutes. Pour les historiens, le cas Troppmann illustre à la fois la montée du sensationnalisme dans la presse et la naissance d'un nouveau profil de criminel, agile avec les mots, prêt à fabriquer de faux documents, nourris de lectures populaires qui exaltent l'idée d'une possible fortune rapide. À l'issue de la lecture du dossier, on comprend que Jean-Baptiste Troppmann ne voulait pas seulement de l'argent. Il convoitait la reconnaissance sociale qu'il n'avait pas, la satisfaction de prouver qu'il était plus malin, plus fort, plus redoutable que le commun des mortels. On ne pourra jamais oublier qu'un gamin de 20 ans a choisi de sacrifier 8 vies, dont de jeunes enfants, pour récupérer quelques billets et des montres. En 1870, c'est une société en voie d'industrialisation où la réussite éclair commence à faire rêver et où certains, comme Troppmann, sont prêts à tout, littéralement tout, pour s'en emparer. C'est ici que se termine cette saison 19 consacrée aux crimes oubliés de Jean-Baptiste Troppmann. Merci de m'avoir écouté tout au long de ces 3 épisodes. Comme toujours, si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous, laissez-moi un avis sur Apple Podcast et venez me donner vos impressions en commentaire sur Spotify ou sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour déterrer ensemble un nouveau crime oublié.